Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière table ronde de la journée, puis aussi de cette semaine Grand Dossier Protection Sociale. Et nous avons souhaité la consacrer à la transition écologique. Vous savez que l'N3S, mais je pense aujourd'hui l'ensemble de la sécurité sociale s'investit vraiment sur ce sujet de la transition écologique. On a intitulé cette table ronde de l'évaluation à l'action. Parce que, enfin, l'hypothèse que l'on formule, c'est que on a peut-être passé la phase de sensibilisation qui était nécessaire, très souhaitable dans un premier temps, et que vraisemblablement nous sommes maintenant attendus un peu plus sur l'action, mais que sans doute, en tout cas c'est l'hypothèse formulée, l'action nécessite aussi quand même de bien évaluer les choses. Enfin voilà, c'est de quoi on veut débattre dans cette table ronde. Et dans cette table ronde, nous sommes dans un univers protection sociale, santé élargi, si j'ose dire. C'est vraiment un thème sur lequel je pense c'est important de décloisonner, d'avoir des regards pluriels. Donc nous avons donc Ange Chevalier, donc, qui a le titre le plus long, vous remarquez, directeur du département coordination et suivi de l'action institutionnelle, directeur du projet transition écologique et RSE à la CNAF, donc branche famille, branche famille. Ensuite, nous allons aborder les sujets autonomie aussi, avec deux intervenants en fait. Alors Mathis Segnel, que donc je suis très heureux d'accueillir comme tous les autres, qui est chargé de programme santé au Shift Projet et qui a piloté une évaluation de l'impact carbone de la branche autonomie, qui avait été commanditée par la CNSA en liaison avec le N3S. Cette commande de la CNSA, elle était notamment portée par Vanessa Wisniewicz, qui à l'époque était donc à la CNSA et qui aujourd'hui a rejoint la Cour des comptes et enseignante à Sciences Po, et donc qui viendra à la fois compléter la vision de Mathis Segnel et notamment sur le regard action après ce rapport, donc, et puis aussi peut-être un regard plus large lié à ses autres activités sur la transition écologique. Et puis nous sommes très heureux aussi donc d'accueillir Pauline Monteau, donc qui travaille à l'APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille, donc évidemment des très grosses organisations hospitalières que l'on connaît aujourd'hui en France, donc après la PHP Paris avec les HL, enfin ça fait partie des trois grandes plus grosses organisations, donc qui travaille et qui est responsable sur ces sujets de transition écologique à la PHM. Et je pense évidemment que c'est très intéressant d'avoir le dialogue avec donc ce qui se passe du côté des hôpitaux sur ce sujet. Alors je propose qu'on commence par Mathis Segnel, puisque je disais de l'évaluation à l'action, et donc le Shift, mais peut-être vous en pouvez en redire un mot, je pense justement de ces plus-values, c'est justement d'être capable de porter des évaluations. Il l'avait fait sur le sujet santé, effectivement sur l'impact carbone de l'ensemble du secteur santé. C'est ce qui nous avait donné l'idée, en discutant avec Vanessa, effectivement, de vous solliciter sur le sujet autonomie. Et donc, voilà, merci de nous dire, effectivement, un peu, enfin, est-ce qu'il est possible d'évaluer, peut-être, donc, pour vous, quels enjeux porte l'évaluation, et puis dans votre rapport, ce que vous avez vu donc, sur la branche autonomie, et des débuts d'idées, effectivement, d'actions qui peuvent être aussi inspirantes donc pour d'autres acteurs. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à cette table ronde. Pour revenir très rapidement sur le Shift Project, avant de répondre spécifiquement à cette question, mais en fait, comprendre ce que fait le Shift Project est un bon moyen de comprendre derrière pourquoi on a travaillé sur ce projet. Le Shift Project, c'est une association loi 1901 dont l'objectif est d'influencer les débats sur la transition écologique et la transition énergétique. Il s'intéresse à un ensemble de secteurs qu'on a souvent l'habitude d'associer aux enjeux climatiques qui font l'économie française. Et notre objectif, c'est de regarder ces secteurs et de regarder ce qu'il faut mettre en place pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans les secteurs qu'on a l'habitude de retrouver, on retrouve des sujets de transport, de bâtiments, d'industrie. Tous ces secteurs, quand on pense à la transition énergétique, on peut avoir l'habitude de penser à ces secteurs. Mais
on s'intéresse à d'autres secteurs qu'on associe beaucoup moins à cette idée-là. C'est le cas notamment de la culture, mais également de l'autonomie. Et il y a un an, avec la CNSA et le N3S, nous avons eu la bonne idée justement d'essayer de regarder spécifiquement ce qu'il faut mettre en place par l'ensemble des acteurs du secteur de l'autonomie pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors nous avons une approche où nous sommes concentrés sur les opérateurs de la branche autonomie. Donc on est allé regarder les établissements et les services qui font cette branche, et on est allé regarder finalement à quelle hauteur, pour qu'ils fonctionnent, ils dépendent de ressources énergétiques, notamment fossiles, et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors derrière, quel est l'intérêt de faire de telles études? En tout cas, de notre côté, si on doit en résumer deux, pour moi, il y a deux intérêts qui ressortent. Il y a celui déjà d'essayer de voir comment on peut faire pour le secteur de l'autonomie pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Une des raisons aussi à laquelle on peut penser, c'est qu'il y a un intérêt au secteur de ne pas être oublié des enjeux de la décarbonation et surtout de faire valoir ses spécificités. Il faut que la décarbonation des transports, de l'alimentation tienne compte des spécificités des personnes qui sont accompagnées dans le secteur, et donc le secteur a tout intérêt à s'emparer de ce sujet. Mais l'autre intérêt, et c'est pour lequel on s'intéresse à ce secteur, c'est finalement le secteur de l'autonomie prend en charge des personnes qui sont vulnérables et qui sont d'autant plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique. S'intéresser à ce sujet-là, c'est essayer d'anticiper les conséquences que peuvent avoir par exemple des ruptures d'approvisionnement ou des contraintes d'approvisionnement en ressources fossiles ou des conséquences climatiques sur ce secteur-là, d'essayer de les anticiper mais surtout de les atténuer justement pour augmenter la résilience du secteur. Alors nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est dans ce cadre-là que se sont installés nos travaux, et finalement il est possible de mesurer l'empreinte carbone d'un secteur, et pour cela, il faut le faire avec méthode. Mais l'idée générale, c'est essayer de regarder l'ensemble des activités qui font ce secteur et essayer de regarder à quelle hauteur ces activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Derrière, l'intérêt, en plus d'avoir un bilan de le secteur de l'autonomie contribue à telle hauteur aux émissions nationales françaises, c'est surtout d'être capable de dire, au vu du résultat, voici ce qu'on peut mettre en place et voici quel impact on peut espérer. L'intérêt derrière, c'est de montrer quels sont les principaux postes d'émission. Donc, est-ce que on émet plus avec les déchets dans le secteur de l'autonomie ou avec la production de l'alimentation? Et derrière, en sachant lequel contribue le plus, on sait à quoi s'attaquer pour être le plus ambitieux en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et je conclurai juste pour rappeler les résultats que nous, on a obtenus dans notre étude. Donc cette étude qu'on a conduite, on a estimé les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'autonomie à 10 millions de tonnes de CO2. Donc c'est à peu près 1,5% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Maintenant, il y a plein de chiffres qu'on pourrait retenir, mais si on doit répartir ces émissions par grandes catégories, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un quart de ces émissions qui proviennent de l'alimentation, un quart qui proviennent des déplacements, un quart qui proviennent de la consommation d'énergie, et le reste provient notamment du soin et de la construction des bâtiments. Mais derrière, ce que montrent ces résultats, c'est que finalement, dans le secteur de l'autonomie, on a des caractéristiques qui sont beaucoup plus proches d'activités de vie que d'activités de soins. C'est beaucoup plus l'alimentation, la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments, par exemple, pour refroidir les bâtiments l'été ou pour chauffer l'eau chaude des douches, notamment dans les EHPAD. Tout ça, ça induit des émissions de gaz à effet de serre. Et ce que ça montre, c'est que c'est ces postes-là qui sont les plus importants en termes d'émissions. Et sur la base de ce constat, derrière, on est capable de proposer un ensemble de leviers et d'actions, et surtout de les quantifier pour permettre de baisser justement cette vulnérabilité, cette consommation de ressources fossiles, et donc ces émissions de gaz à effet de serre. Avant de donner la parole à Vanessa, un ou deux exemples d'actions que vous avez identifiées? Prenons je vais même en donner trois parce que je vais pouvoir reprendre les trois principaux postes. L'alimentation, les enjeux, c'est à la fois de décarboner le secteur agricole, mais décarboner ce qu'on a dans le contenu de l'assiette. Et par exemple, là, un objectif, c'est essayer de voir si on ne peut pas réduire, plutôt substituer les protéines d'origine animale par des protéines d'origine végétale. Alors, il faut savoir que nous, dans notre rapport, on a étudié cette possibilité. On a travaillé ce sujet avec des nutritionnistes afin justement de tenir compte des spécificités des personnes âgées, notamment qui ont des besoins en protéines bien supérieures ou autres. Et derrière, l'objectif, c'est essayer, par exemple, de diminuer la quantité de viande dans l'assiette pour le remplacer par des protéines végétales. Et deux autres leviers, par exemple, c'est dans la décarbonation des transports, on peut penser à la réduction des déplacements des services à domicile, par exemple par l'organisation d'équipes autonomes ou par la création de zones d'intervention exclusive, et aussi décarboner leur mode de transport en équipant ces services de véhicules électriques légers. Et enfin, pour l'énergie, surtout l'enjeu, c'est essayer d'arrêter de consommer du fioul et du gaz. Alors, Vanessa, vous reprenez un instant votre casquette, si j'ose dire, CNSA. Vous avez reçu le rapport.
Ensuite, effectivement, quelle exploitation possible d'un tel rapport, quelle suite donc on peut donner pour engager un secteur comme le secteur de l'autonomie, qui est avec beaucoup d'acteurs, donc très atomisé, qui est moins structuré que le secteur sanitaire dont on parlera tout à l'heure, donc dans cette démarche de la transition écologique. Alors en fait, quand on avait souhaité impulser ce sujet, on avait en tête des points de sortie qui partent de notre positionnement. La 5e branche, elle a une singularité, disons, au sein d'autres branches de sécurité sociale, c'est qu'elle fait essentiellement 2 choses. Enfin, je veux dire, du point de vue des opérateurs et du sujet qui nous intéresse là par rapport à la transition climatique, elle fait beaucoup de choses, mais pour interroger la question de la capacité d'engagement des opérateurs dans la transition, elle a 2 leviers potentiellement. Elle a un levier de régulation, d'organisation, d'aide à l'organisation, mais c'est aussi un financeur. Essentiellement, le budget de la CNSA, c'est majoritairement du financement aux établissements et services médico-sociaux. Et ce n'est pas simplement des financements, j'ai envie de dire, passifs au sens de quelque chose d'automatique, mais ce sont des financements qui reposent par ailleurs sur des modèles tarifaires qui eux-mêmes peuvent éventuellement évoluer et sur des modèles tarifaires qui peuvent bénéficier de bonus, enfin de tout ce qu'on peut imaginer pour éventuellement inciter, aider, etc. Donc quand on avait lancé ce sujet, un des premiers sujets en responsabilité, c'était de se dire il va falloir d'abord qu'on chiffre nos tonnes carbone, c'est ce qu'a réalisé donc le Chiffre Project, et après la deuxième étape qu'on a réalisée dans la suite nous côté CNSA, c'est de se dire mais en fait combien ça coûte de faire ça? Et quel est le partage du coût? Parce qu'en fait, on a des opérateurs qui ont une santé financière, disons, moyenne, voire dégradée, enfin évidemment avec des disparités comme dans n'importe quel secteur. Mais donc en responsabilité, on a besoin de comprendre ce coût-là, qui va le porter, et du coup, est-ce que l'État, à travers l'opérateur, a vocation ou non à porter une partie de ces coûts-là, parce qu'évidemment, un des freins au changement, c'est quand même la question de la capacité des acteurs à s'y engager, et dans cette capacité, il y a des aspects organisationnels, mais il y a bien sûr des freins financiers très importants. Donc, une des premières suites qui a été donnée, c'est qu'on a chiffré ce coût. Ce coût, il y a un coût d'investissement qui a été chiffré de l'ordre de 10 milliards cumulés sur la période 2022-2030, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris en s'alignant sur les leviers. Enfin, on n'a pas chiffré tous les leviers parce que ça aurait été difficile à faire. On a chiffré les principaux leviers qui étaient dans l'étude Shift. Et puis, bien sûr, il y a des surcoûts d'exploitation. Alors, il y a des surcoûts d'exploitation, puis il y a des dotations aux amortissements aussi qui correspondent aux investissements réalisés. Et ça, c'est un total de 2 milliards cumulés sur la même période. Donc, juste pour donner un exemple, alors il y a bien sûr il y a des plus et des moins, c'est un raisonnement net parce que. Oui, j'allais dire parce que voilà. Mathis a identifié les grands secteurs d'intervention possible pour réduire l'impact des gaz à effet de serre. Tous, enfin, me semble-t-il, ne citent pas forcément les mêmes enjeux financiers, et il y en a sans doute qui peuvent être plus facilement mobilisables. C'est l'exemple de l'alimentation. Oui. L'exemple de l'alimentation, c'est un quart du carbone, mais en coût, c'est assez faible parce qu'en fait, à la fois en passant sur la protéine végétale, vous économisez des coûts de protéines animales. Pour autant, il y a quand même un surenchérissement qui a été un peu difficile à chiffrer. Donc, on est sur un coût net, mais disons pas d'investissement, et un surcoût qui a été chiffré autour de 50 millions pour la branche en 2030. Bien sûr qu'il est enfin il y a des hypothèses, hein, on pourrait en discuter, mais voilà, donc ça finalement c'est un petit coût par rapport à la flotte électrique. Petite question sur ce sujet, enfin pour être en contact avec un certain nombre d'établissements, il y en a qui ont vraiment commencé à travailler aussi sur la limitation des déchets, parce que on sait que dans les EHPAD, il peut y avoir quand même beaucoup de déchets, et donc évidemment, c'est pas terrible. Et certains qui m'ont dit, maintenant, on réussit énormément, enfin, par un certain nombre d'actions, et qui, en fait, sont aussi positives pour leur économie, parce que c'est coûteux, quoi, effectivement, de produire et d'aller faire des repas dont une grande partie revient et doit être jetée. Alors, je vais pas vous répondre sur les déchets, enfin, même si c'est un sujet, mais par exemple sur l'énergie. Sur l'énergie, il y a des gros coûts d'investissement, mais bien sûr, après, on a des économies d'énergie. Alors, toute la question pour financer ces investissements qui peuvent être très lourds, hein, en fonction des murs, et si on fait de la rénovation thermique importante dans des locaux plus ou moins complexes, il n'y a pas toujours
un retour sur investissement du fait de l'économie d'énergie. Parfois, il existe, et dans ce cas-là, on peut imaginer que n'importe quel opérateur qui a une capacité d'autofinancement pas trop mauvaise peut le porter. Dans d'autres cas, ce retour sur investissement n'existe pas, et dans ce cas-là, la question de l'appui de l'État se pose. Et enfin, vous avez une troisième catégorie, c'est que parfois le retour sur investissement y est, mais pour des questions de trésorerie ou etc., c'est quand même difficile à engager, et il faut quelque chose. Bon, je mets ce sujet de côté. Donc, il y a un gros sujet financement avec, et là je le dis à titre personnel puisque je ne suis plus en fonction de ce point de vue-là, mais voilà, avec, on espère une traduction qui pourrait avoir une traduction budgétaire, et si c'est le cas, entraîner peut-être des questions d'évolution tarifaire pour encourager les acteurs. Il y a un autre sujet d'action, qui est un sujet cette fois plutôt d'organisation, d'appui au changement. Donc comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui est beaucoup plus émietté que dans le secteur sanitaire. Il y a donc toute une dimension d'appui, d'organisation, d'effets de filière à organiser. Bon, je ne vais peut-être pas m'étendre plus longtemps, mais effectivement, qui serait de la responsabilité d'un opérateur. Mais vous voyez, ça va aussi dépendre de l'engagement. Enfin, si on ne veut pas être avide, il faut savoir quelle est notre ambition également financière, à quelle hauteur on est capable de financer pour prioriser après les actions en fonction de ce qu'on peut mettre sur la table. Si je retiens une leçon qui me semble commune à l'ensemble des branches de la sécurité sociale, c'est de dire dans les enjeux qui nous concernent, il y a vraiment de façon très importante les enjeux portés par les opérateurs qu'on finance. Et donc il y a deux modalités notamment de réflexion, qui appellent réflexion de la part des branches de la sécurité sociale. C'est quel mode de financement pour aider à accompagner la transition écologique, et quel mode d'accompagnement, plus sur ressources humaines, levier pour aider à la transformation. Voilà, je retiens. On va voir si du côté des autres intervenants. Une troisième chose un petit peu plus audacieuse, mais c'est sur des effets de filière et d'organisation. L'exemple, c'est l'alimentation, par exemple. Sur l'alimentation, si on veut vraiment avoir une offre qui corresponde à nos enjeux de décarbonation, il y a probablement un travail dans le cadre EGalim, etc., de structuration de cette offre d'approvisionnement qui n'existe pas. Et là, on est sur un enjeu, je dirais, de développement local, d'aménagement du territoire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que vous dites filière, mais j'allais dire aussi très enjeu territorial. C'est-à-dire qu'en réalité, on va retrouver sur ce sujet alimentation, je suppose, des choses pas très éloignées des problématiques hôpital ou structures petite enfance. Et peut-être il s'agit plus de faire réfléchir ensemble l'ensemble de ces structures sur un territoire donné, sur donc la possibilité d'approvisionnement local. Qu'on pourrait cumuler avec les cantines scolaires et autres, enfin d'ailleurs. Donc le sujet du territorial est important. Alors peut-être Pauline, du côté des hôpitaux, alors on a vu que l'évaluation, et la démarche par en haut, peut être importante effectivement pour porter ce sujet vis-à-vis d'un secteur, mais l'appropriation par les acteurs aussi, on le sait tous, est importante. Et si je crois avoir compris, du côté de la PHM, c'est aussi un peu le début de la démarche, et effectivement aussi des acteurs, des salariés qui ont même souhaité investir sur le sujet. Oui, à l'hôpital, pas que à la PHM, je pense, mais à l'hôpital, en tout cas, côté communauté médicale, paramédicale, c'est de là que ça naît. C'est la transition écologique en santé. Elle est née de l'engagement citoyen ou de l'élévation du niveau de connaissance scientifique sur le sujet dans les services de soins. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que je pense que ce sont les professionnels de santé qui sont venus nous chercher sur ces questions-là, qui se sont structurés, qui se sont organisés. La particularité de l'hôpital, c'est que vous faites de la transition écologique autour du soin. C'est ce que moi je gère principalement. Donc c'est la mobilité, les questions alimentaires, en effet, qui font partie du soin. D'ailleurs, c'est intéressant. L'alimentation à l'hôpital est un soin, c'est un élément soignant, c'est un acte soignant. Donc c'est forcément un professionnel soignant qui dispense le repas. Donc c'est intéressant, on a des régimes thérapeutiques et donc des contraintes aussi assez particulières. Donc bref, vous avez le autour du soin et vous avez ce que nous on appelle dans le soin, sur lequel en tant que directeur ou professionnel technique, vous n'avez pas particulièrement votre mot à dire, puisque ce
sont des actions qui sont purement scientifiques et médicales. Je pense, nous, en tout cas, à titre illustratif à la PHM, le bloc opératoire de l'hôpital Nord, en 2018, a fait une analyse comparative de les différentes façons d'endormir les gens. Donc, on endort les gens de deux façons. On endort les gens avec des gaz et on endort les gens en intraveineux, donc avec du propofol. Et nous, médecins anesthésistes, chez nous, se sont rendus compte que les principaux gaz qu'ils utilisaient, donc le protoxyde d'azote et le desflurane, étaient des gaz à effet de serre direct. Et pour le protoxyde d'azote, 3 fois plus puissant que le dioxyde de carbone qu'on connaît, et on fait en fait une étude sur voilà, si demain je décide d'endormir tel patient dans telle et telle situation, est-ce que je maintiens un niveau de sécurité et de qualité équivalent, voire supérieur dans mon soin ou non. Il s'est avéré que oui, il s'est avéré qu'on endort tout aussi bien avec donc un processus intraveineux, et ils ont retiré complètement, ils nous ont demandé de retirer complètement l'alimentation de ces gaz-là. Donc oui, ça vient de chez eux. Je trouve ça tout à fait intéressant et complémentaire de ce qui a été évoqué, mais comment on peut s'appuyer sur les équipes en place et comment encourager ce type de démarche. Enfin, on sait tous que, voilà, c'est demain presque dans le management effectivement des équipes ou d'une structure, c'est un sujet très important. Il faut arriver à travailler sur ces leviers. Vous voulez dire quelque chose, Mathis, là-dessus? Non? Parce que vous avez ce sujet d'implication des salariés donc dans les démarches. Est-ce que c'est en fait, si je pensais quand vous parliez au fait que effectivement nous. Les travaux sont venus initialement d'une impulsion de la CNSA et le N3S et des travaux anciens du Shift. Mais derrière, quand nous on réfléchit à ce qui peut être mis en place, ce qui existe déjà, en fait, on se base sur ce qui existe au niveau du terrain. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà des initiatives qui existent, qui ont été mises en place, qui n'ont pas attendu des travaux du Shift ou une structuration, d'une planification de la décarbonation pour exister. Et c'est d'autant plus intéressant parce que dans ce cas-là, on a déjà une sorte de retour d'expérience où on voit les freins auxquels ont été confrontés les acteurs quand ils ont essayé de mettre en place quelque chose et comment ils y sont parvenus et comment ils ont fait changer les mentalités. Mais je suppose aussi que vous parliez de réaction du corps médical, ils peuvent être plus sensibles à certains sujets touchant à leur exercice, donc là, effectivement, la façon d'endormir les patients, qu'à d'autres sujets qui leur paraissent peut-être plus lointains et qui pour autant, d'après les études, sont importants, comme les déplacements par exemple, et on pense aux sujets portés par assurance maladie, des transports sanitaires. Donc il faut à la fois travailler sur les leviers venant des professionnels, mais aussi sans doute structurer des démarches qui là peut-être sont moins évidentes de la part spontanément pour les acteurs. Oui, tout à fait. Ils investissent le soin et ça semble assez évident et déjà largement suffisant. Sur le reste, sur la structuration, en tout cas, nous à l'hôpital, bien évidemment, il y a eu donc on a eu exactement le même rapport, donc sur décarboner la santé, pas l'autonomie. Donc on a eu un en 2021-2023, je ne veux pas dire de bêtises, la deuxième version qui nous a beaucoup aidé à structurer. On a eu le secrétariat général à la planification écologique aussi avec la feuille de route en santé qui donne des échéances qui étaient quand même pas intuitif, je pense dans le milieu hospitalier et de la santé. Et ensuite, on s'est structuré. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que la transition écologique, en tout cas, je pense que ça fonctionne à la PHM, ça fonctionne dans n'importe quel autre établissement de santé, c'est que ça a permis, en effet, d'adresser des sujets que peut-être on n'adressait pas auparavant. Je pense par exemple aux déchets. Le déchet, c'est pas, ça dépend la typologie de calcul, mais le déchet n'est pas le poste d'émission de gaz à effet de serre le plus polluant de l'hôpital. C'est le médicament, pas de très loin. Et pourtant, le déchet, quand vous posez la question de la transition écologique à l'hôpital, tout le monde vous parle du déchet. Ah ben oui, parce qu'en fait, on en produit des quantités en effet assez astronomiques et que c'est visible.
c'est visible. En plus, le déchet à l'hôpital, il a une forme, c'est une tubulure, c'est du sang. Bon, il a une forme émotionnelle presque. Et en adressant ces sujets-là, on a été chercher, nous, des fonctions hospitalières qu'on avait beaucoup de mal à aller chercher dans des groupes de travail, notamment. Par ailleurs, je pense par exemple aux ASH, donc, ou aux aides-soignants, donc qui sont les fonctions qui portent ces sujets-là, qui au quotidien s'occupent de la gestion des déchets hospitaliers et qu'on a pu embarquer en adressant le sujet de la transition écologique, ce qu'on ne faisait pas par ailleurs. C'est des populations qui n'ont pas forcément d'adresse mail, ne serait-ce que ça, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, qui ont autre chose à faire que de participer à des groupes de travail où on va se dire qu'on va faire plein de choses géniales. Et ben là, elles sont venues, elles le font. Donc bon, c'est assez intéressant. Et ça se fait à l'échelle d'un service. Quand vous êtes chef de service médical c'est ce qu'on se disait, en sortie du Covid. Voilà, bon, vous êtes peut-être un peu sur les rotules, je pense, même largement, et porter ces sujets-là avec des jeunes médecins, avec votre service, voilà, avec infirmiers, aides-soignants, etc. Ça donne, je pense, enfin en tout cas, ça a beaucoup aidé, ça a donné un regain peut-être managérial qui était assez riche pour nous. Merci beaucoup. Je crois effectivement cette idée de... Enfin, voilà, que ça peut être aussi une aide au management et pour des équipes quelquefois un peu moroses, effectivement, à retrouver du sens. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez partagé, peut être assez partagé dans l'ensemble des structures qui sont confrontées à ce sujet de la transition écologique. Alors, du côté de la branche famille, donc Ange, peut-être rappeler un peu l'approche et puis un peu vos projets ou vos priorités, et notamment dans le cadre de, parce que je crois savoir, puisqu'on est aussi un peu associé, donc de l'accompagnement des structures petite enfance sur cette transition écologique. Oui, tout à fait. Déjà, je note que je suis le seul autour de la table à ne pas avoir mon rapport du Shift Project, donc Ah, mais c'est parce que vous n'avez pas financé, hein, Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Non, déjà, je pense que la discussion entre Mathis et Vanessa était intéressante parce qu'on se rend compte que quand on parle d'évaluation, on parle de deux principales choses qui me paraissent vraiment essentielles. C'est la première, c'est on évalue les résultats qu'on cherche à atteindre et après les résultats qu'on a atteints ou pas. Et on évalue aussi le montant financier que ça va coûter. Ça, c'est hyper important, hyper stratégique pour nous, puisqu'on doit négocier des moyens tous les 5 ans avec l'État dans le cadre de nos conventions d'objectifs et de gestion. Donc, quand on parle d'évaluation, pour moi, il faut parler de ces deux sujets-là, qui sont tous les deux assez complexes à évaluer. Quand on parle d'évaluation aussi, on a peut-être deux temporalités qui peuvent discuter. C'est l'évaluation ex ante, donc avant de lancer un projet. Nous, on va la trouver notamment lorsqu'on va financer des établissements de petite enfance, donc des crèches par exemple. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si le projet est vertueux d'un point de vue environnemental avant de le financer. Et à l'inverse, quand on cherche à savoir si on est sur une bonne trajectoire et si on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, là on est plutôt sur une évaluation ex post. Donc ça, c'est aussi les deux éléments qu'il va falloir regarder. Et puis le troisième point par rapport à l'évaluation qui me semble important, c'est la question, mais j'enfonce une porte ouverte, c'est est-ce qu'on est obligé d'évaluer tout avant de se lancer? On a en fait un certain nombre d'ABAC qui existent et on sait que nous, au niveau par exemple des CAF, on est sur des ABAC équivalents à un secteur de service. On sait que les déplacements pèsent pour beaucoup dans notre bilan carbone. Je parle pour les activités des caisses. Pour la petite enfance, on se rapproche en partie d'autres secteurs comme l'autonomie, même si nous, les enfants, ne dorment pas la nuit là-bas. Et il y a plus de déplacements aussi, vraisemblablement, vu que les familles se déplacent 2 fois par jour pour amener et aller chercher leurs enfants. Donc, il y a quand même des différences. Et du coup, nous, au niveau de la branche famille, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Déjà, peut-être pour rappeler à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, la branche famille finance donc des prestations individuelles, primes d'activité, allocation familiale, allocation logement, mais aussi on finance en grande partie des secteurs comme la petite enfance, donc les crèches, les centres de loisirs, les centres sociaux. Et c'est surtout sur ce volet-là que je vais parler maintenant. Nous, comment ça se passe aujourd'hui? On a un système de bonus qui existe pour inciter ces établissements
établissements à porter des projets qui répondent à un certain nombre de critères environnementaux et qui sont évalués ex ante du coup au travers de labels. C'est-à-dire que nous, on a un peu externalisé ce volet-là d'évaluation, puisqu'on dit à partir du moment où vous atteignez un certain label, donc notamment les labels bâtimentaires, et on vous donne un bonus supplémentaire par place de crèche créée, par exemple. Donc là, aujourd'hui, pour donner un exemple, on donne 3 500 € de plus par place de crèche lorsque un projet d'établissement a un de ces labels. On a une liste de 18 labels que l'on peut mobiliser pour pouvoir prétendre à ce bonus. On a aussi des bonus qui existent dans les opérations de modernisation des EAJE, des crèches, pardon, je parle avec le jargon CNAF, donc vous n'allez rien comprendre. Donc les crèches, les accueils de loisirs, etc. Ce qu'on constate, en tout cas ce que je constate, c'est que ce mécanisme, même s'il a l'intérêt d'externaliser un peu l'évaluation, il ne porte pas non plus des fruits démentiels en termes de résultats, puisque en termes de nombre de projets qui sont financés, on n'a quand même pas des volumes énormes. Sur les projets par exemple de modernisation en 2023, on a financé 1820 projets, on a eu 16 dossiers avec un bonus développement durable. Alors on a en 2024 augmenté ces bonus et il y a un frémissement puisqu'on a doublé la mise dans la première partie de 2024, mais on reste quand même à des niveaux de. Et comment vous interprétez le fait qu'il y a assez peu de projets qui correspondent aux critères tels que vous les avez définis? C'est plutôt une insuffisante maturité technique presque, pour monter ces sujets, ou un désintérêt, ou est-ce qu'il n'y a pas cette pédagogie, Je pense que ça mérite une analyse approfondie, mais il ne faut surtout pas mal comprendre ce phénomène. Ce n'est pas parce que les crèches n'obtiennent pas un label qu'elles ne sont pas vertueuses d'un point de vue écologique. D'ailleurs, il y a beaucoup de collectivités locales qui quand même mettent en place, lorsqu'elles ont des projets aujourd'hui, ont un certain nombre de critères écologiques. C'est juste qu'elles ne vont pas forcément s'investir dans les labels qui sont proposés dans la liste, et parce qu'un label, ça coûte de l'argent. Et du coup, ils peuvent très bien répondre à un certain nombre de critères écologiques, mais comme ils n'ont pas fait la démarche d'avoir le label qui va avec, alors je prends le label HQE par exemple, ou des labels comme Écolo-Crèche sur le volet un peu démarche globale de développement durable, s'ils n'ont pas fait cette démarche, en fait, ils n'ont pas le droit au bonus. Pourtant, peut-être qu'ils sont vertueux. Et c'est justement par rapport à ces biais-là que nous, on est en train de travailler donc avec le concours de l'N3S sur une autre façon d'évaluer le caractère écologique ou pas d'un projet d'établissement, puisque on lance donc un projet actuellement pour construire un outil qui va nous permettre de quantifier, d'estimer en tout cas le caractère vertueux d'un point de vue écologique ou pas d'un projet. Et demain, là où aujourd'hui on fonctionne avec des bonus incitatifs et des labels, peut-être, et alors là je parle à titre personnel parce que c'est pas du tout la politique défendue, mais peut-être qu'on pourra, en fonction du score entre guillemets écologique du projet, moduler les financements et donc aller vers des systèmes un peu plus incitatifs qu'aujourd'hui. Donc là on est au tout début du projet, mais ça montre bien que sans avoir forcément construit tout un programme, tout un rapport complet sur notre secteur, on peut quand même réfléchir à la façon dont on avance sur ces sujets en matière de petite enfance. Merci bien. Alors après, pour ce premier tour de table, peut-être allons un petit peu plus loin, des questions un peu posées aux uns et aux autres. Alors, on sait qu'on est dans une conjoncture finance publique donc qui n'est pas du tout brillante. Enfin, on est en pleine actualité. On l'a évoqué d'ailleurs dans cette semaine grand dossier protection sociale. Est-ce que vous craignez un peu que les sujets de transition écologique passent à l'arrière-plan et puissent être un peu abandonnés, ou vous dites d'une certaine manière oui, mais dans un contexte justement un peu morose, au contraire, investir sur ces sujets-là, ça peut être une façon de redonner du sens à des équipes qui quelquefois vont avoir des contraintes. Comment vous voyez un petit peu les choses sur ce sujet? Ça, c'est une première question. Deuxième, on a quand même un peu la perception, en vous écoutant les uns les autres, mais vous me démentirez peut-être, que dans chacun des secteurs, on va trouver des initiatives, des gens qui veulent y aller, qui sont très sensibilisés. Mais pour atteindre des objectifs généraux
donc accord de Paris, c'est pas quelques-uns qu'il va falloir mobiliser, c'est donc arriver à faire en sorte d'embarquer quand même l'ensemble. Donc, j'avais dit la table ronde intitulée d'évaluation d'action, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de bon, comment passe-t-on d'une expérimentation ou de l'action qui permet d'accompagner certains innovateurs à quelque chose qui permet de transformer en profondeur et plus généralement. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord déjà, enfin, que le fait qu'on va arriver assez rapidement à ce sujet, encore une fois, si on prend au sérieux les objectifs tels qu'ils nous sont fixés et un petit peu, enfin, voilà, enfin, on l'a un peu évoqué, mais comment vous voyez les modalités pour accompagner ceci. Et enfin, je voudrais reposer une question que j'ai un peu abordée, mais qui me semble vraiment importante. Et du reste, avec Mathis Signal, on s'est déplacé à la demande d'un département voilà, pour discuter avec les acteurs locaux sur la place du territoire dans ces sujets. Enfin, c'est-à-dire, on le voit sur l'alimentation, mais donc aussi sur le sujet des déplacements, il y a beaucoup de choses qui sans doute doivent s'organiser sur les territoires. Et donc, comment arriver mieux à articuler peut-être des logiques de filière ou des logiques nationales, de branches, et aussi ces logiques territoriales. Alors voilà, je ne sais pas qui veut commencer à répondre sur ces questions. Vanessa, vous prenez... Donc, effectivement, on est dans... Bon, déjà, il faut, en termes de contraintes, on est dans ce moment où on sait qu'il va falloir mettre collectivement, hein, pas l'État, mais collectivement, environ 100 milliards sur la table d'ici 2030. Il y a différentes évaluations qui ont été faites et normalement, en 2025, on attend potentiellement une trajectoire pluriannuelle de financement de la transition écologique. Sans préjuger de ce qui pourra être, pour répondre à votre question, je pense que c'est dans les deux sens que ça peut jouer. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans une période où des gros arbitrages financiers vont devoir avoir lieu sur des sommes considérables qui se chiffrent en dizaines de milliards. Bon. Mais ça peut jouer dans les deux sens, c'est-à-dire d'un côté, on pourrait oublier la transition ou on pourrait minorer ce qui est dédié à la transition, mais dans un autre côté, on pourrait imaginer aussi que parce qu'il faut financer une partie conséquente de ces 100 milliards, ce qui revient à l'État, mettons que ce soit un tiers, et alors ça pèse sur la protection sociale. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des besoins qui aujourd'hui, voilà, le vieillissement, l'investissement dans la jeunesse, etc. Il y a des besoins non satisfaits, ou en tout cas du côté des acteurs de la protection sociale, il y a des besoins qui peuvent être éventuellement inflationnistes. Comment ça va jouer l'un par rapport à l'autre? Donc la première réponse, c'est que jouer les doubles bénéfices quand c'est possible me paraît de bon augure. Et paraît d'autant plus important dans cette période où des choix stratégiques vont être faits. Mais il y a un autre point, on n'a pas prononcé encore le mot d'adaptation. Donc je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il y a la décarbonation, mais il y a aussi l'adaptation. Et toujours par rapport à cette question d'arbitrage, l'État va enfin, je veux dire, si on est en pénurie de financement, il faudra se demander quel type d'opérateur privé, enfin non public, je veux dire, on appuie et qu'est-ce qui est le plus important. Et de ce point de vue-là, si on considère l'effet sécurité sociale sur des infrastructures qu'on pourrait qualifier de, enfin nos infrastructures, pas les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, etc., on pourrait les considérer comme les infrastructures sociales et sanitaires de la nation. Et au moment où on réfléchit adaptation, résilience, se dire est-ce qu'on doit avoir comme ça des gros, on le fait déjà sur les routes, on le fait sur le parc nucléaire. Est-ce qu'il pourrait avoir une réflexion de ce type-là qui conduirait à privilégier peut-être la résilience d'une partie des opérateurs de sécurité sociale? Ça peut être un élément stratégique, en tout cas, qui mérite d'être posé et qui trouvera, à mon avis, son débouché. Ange, sur ces questions? Sur le volet de la situation économique, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt bien ou pas bien? Je trouve que l'approche que vous venez de présenter par le sujet de l'adaptation, elle est hyper importante et intéressante. Si on prend le cas des crèches, et je pense que ça passe par énormément de pédagogie à tous les niveaux, donc y compris au sein de la CNAF, au sein des caisses et au sein des établissements, on peut se poser la question, même si
aussi, pour moi, il faudrait plus la poser, de est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que toutes les crèches soient vertueuses d'un point de vue environnemental en termes d'atténuation, mais il faut aussi beaucoup se poser la question de est-ce que la crèche qu'on finance aujourd'hui, elle est adaptée à une France à plus 3, plus 4 degrés, parce que c'est très bien de dire bon, la transition écologique c'est bien, c'est sympa, mais nous en fait on a d'autres priorités qui sont sociales, etc. Il faut ouvrir des places, donc il faut qu'on donne plus de financement et ouvrir plus de places, mais en même temps si on ouvre des places et que derrière celles-ci ne sont pas adaptées à des fortes chaleurs, pour ne prendre que cet exemple qui est le plus simple à comprendre, le souci en fait il va revenir dans quelques décennies. Donc ça c'est hyper important, ça passe par beaucoup de pédagogie. Vous avez dit il faut embarquer l'ensemble des acteurs là-dedans, et je pense que cet effet d'entraînement, il permettra de continuer à travailler sur ces sujets-là. Alors peut-être qu'on aura moins de financement, mais ça n'empêche qu'on continue à travailler sur ces enjeux, à dérouler notre feuille de route en matière de transition écologique. Les arbitrages financiers peuvent aussi avoir lieu en intra-budget, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir des financements complémentaires, même si on sait qu'on en a besoin, mais on peut aussi faire des arbitrages entre différents objectifs, même si on reste quand même dans le caractère impératif de conjuguer l'objectif social et environnemental, parce que ça, si on ne le fait pas, on sait que ça ne marchera pas. Donc voilà, nous on continue à travailler et je pense que la donne budgétaire, nous ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est on réfléchit à la façon dont on peut construire une trajectoire à plus long terme, notamment pour la décarbonation des caisses, et on donne rendez-vous plutôt à la prochaine période conventionnelle, aux prochaines négociations qui auront lieu du coup fin 2027 pour demander des financements en conséquence des investissements dont on a besoin. Donc c'est vrai que la période actuelle, à ce stade, ça me préoccupe pas plus que ça, même si c'est vrai que dans les médias, on peut se poser des questions sur les projets qui sont en train d'être coupés. Pauline, peut-être donc sur cette question à partir d'initiatives, donc vous parliez Hôpital Nord, comment avoir une démarche plus générale, je pense que c'est un peu votre enjeu d'embarquer tout le secteur de la PHM, enfin comment vous arrivez à faire, et peut-être cette question aussi de l'adaptation qui a été évoquée, c'est aussi fait partie des sujets que vous identifiez dans votre stratégie. Excusez-moi, c'est un vieux Covid, comme quoi ce n'est pas terminé. Sur la structuration de la feuille de route, le sujet des financements, à mon sens, il y a trois grands sujets. C'est comment je finance le fait de réduire mes émissions de gaz à effet de serre à leur part congrue, à la part la plus incompressible possible, celle en deçà de laquelle je ne pourrais pas aller. Et ensuite, avec les financements, mais c'est un peu ce que vous disiez, Vanessa, c'est avec les financements que je tire de ça, je pense au gaspillage alimentaire, je pense à l'énergie, je pense à même ce que nous on appelle le juste soin ou la juste prescription médicamenteuse. Une fois que j'ai atteint cette part-là, avec l'argent que je dégage, en effet, comment est-ce que j'en tire ou non une capacité d'autofinancement pour investir? Nous, à l'hôpital, je prends l'exemple de ce que je connais, donc la PHM, on investit presque 1 milliard d'euros pour la performance énergétique et la rénovation de l'ensemble de nos sites hospitaliers. Ça, on ne peut le faire que parce que les collectivités locales et l'État nous soutiennent. À ce stade, aujourd'hui, en termes de capacité d'autofinancement, d'aller sur de la performance, de la rénovation énergétique, de l'isolation, etc., de l'ensemble des sites hospitaliers, donc qui sont au nombre de 5 et qui datent des années 70, ce serait impossible, on ne pourrait pas y aller tout seul. Donc il y a ces deux sujets de comment est-ce que je réduis à la part la plus incompressible et est-ce que j'arrive à en tirer une capacité de financement de projet pour pérenniser. Et ensuite, moi, à mon sens, il y en a un troisième qui est comment est-ce que je rends quelque chose, parce que comment est-ce que je rends quelque chose aux ressources, par exemple. Je sais, ça se fait beaucoup en psychiatrie. Vous avez tout un tas d'établissements publics de santé mentale, pas que publics d'ailleurs, qui commencent à travailler sur les jardins, les potagers, etc. Donc là, c'est encore une autre démarche qui est la démarche rétributive. Comment est-ce que je rends à la nature alors que mon modèle économique et d'activité fonctionne sur de la ponction de ressources. Donc ça, c'est les trois
temps. Nous, à la PHM, je pense que de manière générale, dans le secteur de la santé, on reste encore sur les 2 premiers. On adresse difficilement le deuxième temps. Et ensuite, sur la question de est-ce que il faut qu'on continue, est-ce qu'on se dit stop ou go, à mon sens, nous, les constats sont déjà posés, c'est-à-dire que l'impact du changement climatique sur la santé est connu. On a un niveau de preuve scientifique qui est absolument inégalé en la matière, que ce soit médical ou que ce soit biologique. Je prends par exemple les travaux de Marc-André Sellos sur le microbiote intestinal, qui montrent que l'effondrement de la biodiversité au sein de votre microbiote intestinal a une corrélation directe avec le développement de sclérose en plaques. Donc ça, aujourd'hui, en fait, on le sait, idem sur les épisodes de chaleur ou l'allongement des vagues de chaleur. Pour rappel, donc 2003, c'est à peu près 70 000 décès d'hyperthermie pour partie. On le sait, aujourd'hui, l'allongement des vagues de chaleur va provoquer une hausse des maladies cardiovasculaires, des arythmies, des arrêts cardiaques, des AVC et également une hausse des cas, des problématiques pulmonaires. Donc, en fait, la question, c'est pas de est-ce qu'on continue de financer la transition écologique, c'est que demain, nous allons, en termes de soutenabilité, ne serait-ce que financière, nous n'allons pas pouvoir continuer de prendre en charge des patients dont les maladies sont entièrement ou quasiment dues à des facteurs environnementaux évitables. Et ça va être, je prends l'exemple de, c'est un rapport sur la sécurité sociale qui avait été fait par le Sénat. Ça vous parle, Ange. C'était sur les événements climatiques extrêmes. C'est 3,4 milliards d'euros en 2018. Ça, aujourd'hui, à l'hôpital, donc on connaît la situation des établissements publics de santé. Aujourd'hui, des inondations, on en a eu à Marseille encore extrêmement récemment, il y a 2 jours, des inondations ou des grosses périodes de crues, etc. C'est un impact direct, immédiat sur notre capacité à prendre en charge les gens de façon correcte, convenable, extrêmement satisfaisante à l'hôpital, mais aussi à continuer à le faire dans le temps. Et en fait, ce qui va être de plus en plus compliqué si on le met en balance avec les enjeux démographiques que sont l'allongement de la durée de vie, etc., etc. Mathis, sur ces questions notamment d'adaptation, le Shift Project donc, réfléchit aussi, Alors nous, on réfléchit que indirectement à ces enjeux d'adaptation, mais on essaie de les tenir en compte, on essaie d'en tenir compte dans nos modélisations. Maintenant, en fait, le sujet des règlements climatiques et de la décarbonation, si on parle de carbone, mais on pourrait parler d'effondrement de biodiversité et plein d'autres sujets, il fait peser un peu le dilemme de enjeux court terme et enjeux long terme, et en fait, ça se retrouve aussi dans les enjeux financiers. On a des urgences de très court terme pour les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap, personnes âgées, mais aussi on peut se rappeler que face aux conséquences du dérèglement climatique, il y a de plus en plus, par exemple, d'assureurs qui se posent la question de est-ce qu'un monde à plus 4 degrés c'est assurable et est-ce que les conséquences monétaires ne sont pas bien plus importantes. Et donc en fait nous cette adaptation elle peut aussi être pensée en termes d'anticipation. Il vaut mieux anticiper les dommages et essayer de les atténuer pour essayer derrière de pouvoir y faire face. Et je pense que sur le sujet de la décarbonation il y a un enjeu à rendre ce sujet souhaitable et en fait pour moi il peut être rendu souhaitable. Pardon. Justement, en mettant en évidence un peu tout ce qui a été dit, tous les co-bénéfices qui peuvent avoir lieu, qu'on peut retrouver dans certains leviers de décarbonation, on peut donner envie, pour des raisons même sanitaires, d'aller dans le sens de la décarbonation. Donne-nous un exemple. Aujourd'hui, on sait, je crois que c'est 8 à 9 médicaments qui sont consommés en moyenne dans les EHPAD par personne âgée. Et en fait, c'est 20% des hospitalisations qui sont dues à la iatrogénie médicamenteuse pour les personnes de plus de 75 ans. Donc réduire cette consommation de médicaments en faisant de la conciliation médicamenteuse entre les professionnels permet d'un côté de réduire ce volume de médicaments à produire et de l'autre de contribuer à cette baisse des hospitalisations qui peuvent être liées à des iatrogénies médicamenteuses. Mais en fait, on peut trouver des exemples là-dedans qui vont aussi dans le sens, quand on se concentre sur l'alimentation, sur les transports aussi et sur les bâtiments. Le bâtiment et sur l'enjeu de l'adaptation. Le bâtiment est un enjeu, et un sujet, un cas d'école. Aujourd'hui, il faut vraiment adapter
les établissements pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap pour qu'elles soient confortables l'hiver et qu'elles soient aussi confortables l'été. Donc qu'elles soient capables de faire face aux vagues de chaleur, mais aussi que pendant l'hiver, on ne surconsomme pas trop de gaz et de fuel pour le maintenir au chaud et qu'il ne fasse pas trop froid pour les personnes accompagnées. Et tous ces enjeux-là, en fait, donnent lieu à un ensemble de leviers qui, à la fois, permettent d'améliorer le confort, donc de répondre à l'enjeu premier qui est d'accompagner convenablement les personnes qui sont accompagnées dans les établissements dans l'autonomie, pardon, et également contribuer à la décarbonation. Et aussi, pour revenir sur une des questions que vous aviez posées initialement, c'était sur cette interaction à l'échelle départementale, au sein même d'un département. Et en fait, cette interaction, elle est cruciale, et c'est pour ça que la décarbonation, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans nos travaux, doit être pensée à l'échelle du département. Parce que ce qu'il faut mettre en place entre un milieu rural, un secteur urbain, c'est pas du tout la même chose. Il y a des départements qui sont spécialisés sur la prise en charge à domicile, quand d'autres sont spécialisés dans l'accompagnement en établissement. En fait, les choses à mettre en place sont pas les mêmes. Et en plus, cette décarbonation, elle doit impliquer des filières qui, eux, sont structurés à l'échelle départementale, notamment, par exemple, les filières agricoles. Et donc, si on veut décarboner l'assiette des personnes âgées, par exemple, en EHPAD, derrière, il faut aussi que la filière de production agricole suive. Et il y a cette interaction et cette symbiose qui est vraiment nécessaire et qui, en plus, est intéressante en termes de dynamisme des territoires. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé. Je suis tout à fait d'accord, notamment sur l'exemple de la iatrogénie, donc sur les personnes âgées, et sur le fait que il y a des domaines dans lesquels on peut avoir, moi, ce que j'appelle un peu le double dividende, donc santé et écologie, et donc voilà, sans du tout se limiter à ces sujets, mais c'est des thèmes sur lesquels c'est intéressant et sur lesquels effectivement on peut sans doute aussi mobiliser les acteurs parce qu'ils rencontrent des sujets qui les préoccupent. Donc je pense que c'est un très bon exemple effectivement d'action qui me semble assez prioritaire. Ensuite, il y a une question, mais il n'y a que peut-être Ange qui peut répondre au sujet, parce que sur l'aspect territorial, qui effectivement a été repris par Mathis, c'est moi qui me semble honnêtement aussi assez essentiel demain sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on est bien organisé, quoi? Est-ce qu'on et je pense, comme sur beaucoup de sujets, on a des progrès à faire. Même au sein de la sécurité sociale, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réflexions communes sur un territoire encore aujourd'hui, sur des sujets comme l'alimentation, les déplacements, mais évidemment, il ne faudrait pas se limiter à la sécurité sociale et effectivement travailler avec d'autres acteurs. Donc, je lance un appel, je pense à l'imagination et je sens des acteurs territoriaux, y compris des départements, qui nous sollicitent sur demain. Quelle organisation trouver dans nos domaines sociaux, médico-sociaux, santé, pour se coordonner, est-ce qu'il ne faut pas créer des postes de coordinateurs territoriaux écologie d'une façon ou d'une autre, je n'en sais rien. Vanessa ? Alors, sans répondre sur la baguette magique qui permettrait de mettre tout ça, en tout cas, il y a un instrument qui existe dont notre secteur, le secteur de la protection sociale pourrait se saisir, c'est les COP territoriales. Parce qu'en fait, le SGPE a lancé l'an dernier justement des COP territoriales, des conférences de parties prenantes, puisque partant du fait que la planification écologique dans l'ensemble, elle ne se mettrait en œuvre qu'en mobilisant un écosystème qui doit d'ailleurs se mobiliser lui-même tout seul, être aidé, mais également se reconnaître dans ses spécificités locales et avec des feuilles de route qui émanent de quelque chose qui apparaît faisable aux acteurs, donc qui soit comme une sorte de résonance sociale aux besoins du territoire. Et ça commence tout juste à exister, en fait, ces COP territoriales, mais c'est peut-être aussi, par définition, il y a tout le monde un peu autour de la table, autour des sujets de transition, donc ça pourrait être un bon espace. Les ARS y sont déjà, mais plus globalement, l'échelon départemental de l'action sociale, etc., pourrait essayer de finalement trouver sa place. Et si on est sur des sujets de structuration, par exemple, si on parlait de filières agricoles pour approvisionner les établissements médico-sociaux et sanitaires, ou si on est sur l'organisation des transports, ils seront autour de la table précisément les autres parties prenantes de ces sujets-là.
J'ai pas non plus de baguette magique. Je pense que c'est un sujet qui concerne en priorité les collectivités locales finalement, parce que c'est à elles aussi d'organiser sur leur territoire les interactions, les synergies entre les acteurs économiques et sociaux. Et donc, vous les avez cités, il y a au moins 2 domaines dans lesquels on peut forcément faire quelque chose. C'est les déplacements, donc je sais pas, typiquement les tracés des pistes cyclables. Moi, je pense toujours à mes enfants qui sont amenés dans les crèches. Est-ce que les trajets qui existent entre le domicile des parents et la crèche est suffisamment sécurisée? Ça, c'est un enjeu d'urbanisme. C'est à la main des communes, des intercommunalités. Donc, est-ce que nous, on peut pousser les établissements à avoir une démarche comme ça globale? Probablement. Après, on aura quand même un levier limité parce que c'est pas nous qui allons décider de où est-ce qu'on met la piste cyclable qui va bien. Et pareil sur l'alimentation, c'est clairement un enjeu qu'il faut travailler au niveau des filières. Mais là encore, on ne peut que inciter les établissements à avoir une approche globale et à chercher du coup à transformer leur modèle sur l'ensemble des champs, y compris sur le volet donc de l'alimentation et des transports. Nous, il y a quand même un levier que les CAF, certaines CAF utilisent de plus en plus, c'est les conventions territoriales globales. Certaines CAF ont commencé à introduire des clauses environnementales dans ces conventions qui permettent de cadrer un peu le financement au sein d'une intercommunalité ou d'une commune des différents dispositifs d'accueil de jeunes enfants, des enfants, etc. Donc ça, c'est aussi un levier, mais je pense qu'il est limité et il faut vraiment, là pour le coup, que la collectivité elle s'implique à différents niveaux, parce qu'en fonction du type d'établissement dont on parle, évidemment, ce sera la commune ou bien le département, etc. etc. Donc c'est vrai que le sujet est compliqué, mais il faut le traiter, c'est clair. Je veux bien compléter, c'est intéressant parce que nous, dans le secteur sanitaire, les établissements de santé d'un même département sont regroupés au sein des groupements hospitaliers de territoire depuis 2016. Et c'est un véritable levier d'action puisqu'il y a un effet de taille, ce qui est visible, en tout cas nous sur les Bouches-du-Rhône, c'est que lorsque vous y allez donc avec déjà la PHM est très gros, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est 18 000 professionnels au total, mais en plus voilà sur le département vous avez les 13 établissements publics de santé qui peuvent porter ce message donc auprès de en effet les différentes strates des collectivités territoriales, donc ce soit la métropole, le département ou la région. Et typiquement sur ces 2 sujets-là, les transports ou la mobilité au sens large et l'alimentation, on arrive parce qu'on mobilise énormément de gens, que ce soit les patients. Donc, le PHM, c'est 1 million de consultations par an. C'est la population de Marseille. Donc, c'est conséquent. Et en plus, voilà, il y a les transports purement professionnel, donc domicile-travail, mais parce qu'on mobilise extrêmement beaucoup de gens et que généralement l'hôpital est toujours le premier employeur de sa ville, son département, sa région, ça dépend sa dimension. Vous avez un levier d'appel en direction des collectivités. Ce qu'on a fait, on a ouvert si vous connaissez Marseille autour de la table, c'est vrai que la question des transports est quand même particulièrement ardue. Et notamment pour l'hôpital Nord. Donc on a un de nos hôpitaux qui est positionné dans les quartiers Nord, qui est très mal desservi historiquement. Et à force de discussion avec le tissu associatif local, avec la faculté de médecine également qui est dans les quartiers Nord et avec la métropole, on a pu faire ouvrir de nouvelles lignes de bus, etc., etc. Et sur l'alimentation, c'est exactement pareil. Il y a les régions qui s'engagent dans le cadre de leurs plans alimentaires territoriaux, qui adressent principalement ce sujet pour l'instant à la restauration collective scolaire. Mais en fait, idem, à l'hôpital, on produit, je prends le cas de la PHM, on produit à peu près 10 000 repas par jour. Donc, en termes de consommation, en termes de besoins, on est plus gros que la restauration collective de la ville de Marseille. Donc, soit par l'association, soit tout seul parce que effet de taille tout seul, je pense qu'il y a des leviers, ne serait-ce que ça, en tout cas d'interpellation des collectivités locales sur ces sujets. Mathis ? Et finalement, en fait, moi, je trouve que tout ce qui est dit, c'est presque rassurant parce que ça montre aussi que la décarbonation du secteur de la santé, de l'autonomie et très certainement de la petite enfance, en fait,
elle ne sera pas portée uniquement par secteur, elle bénéficiera aussi de ce qui se fait dans les autres secteurs. Si une collectivité installe suffisamment de bornes de recharge électrique, ça favorise l'essor de les véhicules électriques et potentiellement on équipe plus facilement des services à domicile dans de tels véhicules. Et ce poids, par contre, qu'a le secteur de la santé dans sa globalité, donc à la fois autonomie mais hôpitaux, il est vraiment significatif. Et l'exemple des repas est très parlant. Si on regarde le volume de repas consommés, c'est 1,1 milliard de repas dans l'autonomie, 500 millions dans les hôpitaux. Si demain c'est 1,6 milliard de repas, on met une dimension locale de saison et bas carbone, ça contribue à justement une apparition d'une offre à laquelle une demande peut répondre, et donc ça peut permettre de structurer certaines filières. Mais c'est vraiment le fait que c'est en symbiose qu'on va y arriver, et que c'est pas que le secteur de l'autonomie qui doit porter la responsabilité de la décarbonation, et qu'il s'appuiera sur ce qui se fait dans plein d'autres secteurs. Merci. Enfin, je crois qu'on peut, parce qu'il va falloir conclure, effectivement, un peu terminer sur ce sujet. Notamment, je pense, effectivement, on doit avoir parmi nos auditeurs beaucoup de personnes qui ont des responsabilités en caisse de base. Enfin, je pense que demain, ceux qui sont intéressés par ces sujets, on voit qu'il y a la déclinaison d'une politique nationale qui progresse de chacune des branches, mais qu'il y a aussi, sans doute, à être acteur sur un territoire avec d'autres partenaires, et que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathis, c'est aussi en travaillant ensemble, et il y a une vraie force du secteur santé, autonomie sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, quand on regarde, effectivement, l'exemple des repas est un bon exemple, mais on pourra en avoir d'autres pour peser dans des discussions au niveau territorial et avoir un vrai poids sur des évolutions sur ces sujets. Donc voilà, enfin, j'espère que tous ces travaux aussi dynamiques vont permettre aux uns et aux autres de se saisir de ces sujets et être encore plus acteurs de la transition écologique. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup à vous quatre pour donc avoir participé à cette table ronde, et bonne continuation, bien sûr, chacune et chacun dans vos démarches, dans vos territoires professionnels et géographiques respectifs. Merci, et merci à nos auditeurs, et voilà, je vous salue puisque c'est la fin de ces séquences grand dossier de la protection sociale. Merci beaucoup.